Donc, concernant l'hypnose, en fait, on a décidé effectivement de centrer cette présentation sur un état des lieux de la recherche. On va la décomposer en deux parties, état des lieux de la recherche en hypnose médicale et en hypnothérapie, ce sera présenté par Virginie. L'idée, en fait, c'est de voir comment l'hypnose peut s'inscrire en pratique clinique. On sait qu'elle est utilisée dans de nombreuses indications. Cette présentation, elle sert surtout à voir dans quel domaine l'hypnose a un niveau de preuve qui est suffisant. Un niveau de preuve qui est suffisant pour se dire, voilà, maintenant on commence à savoir que l'hypnose fonctionne bien dans cette dimension-là. Donc pour trier j'ai envie de dire, ces indications-là, on s'est inspiré des dernières méta-analyses en lien avec la pratique hypnotique et puis surtout du rapport de l'INSERM de 2015 qui a apporté quand même pas mal d'éléments de précision sur l'efficacité de l'hypnose. On verra que quand on parle d'efficacité, c'est toujours sous couvert des critères de jugement de la recherche médicale. Donc j'ai sélectionné quatre domaines parce que c'est effectivement dans ces domaines-là où il y a le plus de publications. Donc l'anesthésie péropératoire et la radiologie interventionnelle, le syndrome du côlon irritable où il y a des études intéressantes. Donc, le domaine de l'oncologie parce que il y a beaucoup de questions autour de cette dimension-là et puis effectivement la douleur chronique. Alors, concernant l'anesthésie péropératoire et la radiologie interventionnelle, on a maintenant un faisceau d'indices qui nous permet de conclure que l'hypnose a un intérêt vraiment majeur dans la douleur aiguë et notamment dans l'anesthésie péropératoire, c'est-à-dire pendant l'anesthésie, donc l'utilisation de l'hypnose, par exemple, au bloc opératoire, mais pas que. Ça peut être aussi lors d'une ponction biopsie, lors de gestes invasifs quelconques. Je prends l'exemple de l'oncologie, mais il y en a d'autres. Effectivement, ces études nous démontrent que l'utilisation de l'hypnose permet une diminution de l'anxiété effectivement des patients, de la douleur ressentie, mais aussi des nausées, des vomissements qui peuvent survenir pendant ou après l'intervention chirurgicale, parce qu'effectivement, on utilise moins de produits anesthésiants, moins de sédatifs. Il y a aussi une nette diminution de la consommation d'anxiolytiques qui est notée et d'analgésiques, donc intra- et post-opératoire, ça c'est intéressant, et ainsi qu'une diminution de la fatigue, parce qu'effectivement, il y a moins d'anesthésiants qui sont utilisés, donc il y a une meilleure récupération. Et donc cette récupération plus rapide va engendrer aussi une récupération précoce des activités professionnelles. Et c'est en ça que effectivement l'hypnose est intéressante. Donc là, la liste n'est pas exhaustive. Donc on parle du bloc opératoire, mais je parlais de radiologie interventionnelle. Ça va être des gestes de cimentoplastie, de cryothérapie, de radiofréquence, voilà, qui sont assez variés. Deuxième indication assez notable, c'est le syndrome du côlon irritable. Le rapport de l'INSERM souligne qu'effectivement l'hypnose, en compilant les différentes études et les méta-analyses en lien avec cette indication-là, note effectivement une diminution des maux de ventre, des sensations de ballonnement qui sont caractéristiques de ce syndrome-là. Une diminution aussi des phases de diarrhée et de constipation qui sont un deuxième élément de ce syndrome-là. Le rapport note qu'il faut effectivement plusieurs séances pour avoir un effet durable. Une étude plus récente de 2019 a réussi à démontrer qu'il y aurait un soulagement à 9 mois à partir de la 5e séance d'hypnose avec un thérapeute, tout en soulignant que l'importance aussi de l'auto-hypnose et que le patient puisse entretenir le phénomène en pratiquant régulièrement chez lui pour avoir un phénomène durable, tout en sachant, on va le voir après, il y a un petit biais méthodologique qui est que les techniques utilisées en hypnose dans les études, elles sont assez variables. Alors là, ça ne fait pas partie du rapport de l'INSERM, mais là, j'ai mis effectivement une revue de la littérature de l'équipe de Grégoire de Liège, mais il y a d'autres études qui tombent en ce moment sur l'intérêt effectivement de l'hypnose dans le domaine de l'oncologie. Alors, on va retrouver encore une fois les mêmes indications que l'anesthésie péropératoire, c'est-à-dire une diminution sur la douleur induite par les examens médicaux en oncologie, donc qui sont nombreux. Ça peut être la colonoscopie, le traitement oncologique percutané, comme des ablations de tumeurs de surface, des embolisations tumorales, la radiofréquence. On note également une diminution nette de la détresse émotionnelle liée aux soins médicaux et aux actes techniques. Ça, c'est assez intéressant parce que on sait bien que le contexte en oncologie va aussi majorer l'anxiété et que l'hypnose est un outil assez intéressant.
Il y a une gestion aussi de la fatigue et des troubles du sommeil qui a réussi à être démontrée sur quelques études, avec toujours derrière la précaution de quel type de protocole on propose. Les études qui montrent une efficacité sur la gestion de la fatigue et les troubles du sommeil, il y a vraiment une autonomisation du patient qui est proposée avec l'utilisation répétée de l'auto-hypnose de manière rituelle pour entraîner le sommeil. Et puis surtout, je trouvais que c'était un point intéressant, c'était le contrôle des effets secondaires liés notamment au traitement de chimiothérapie et d'hormonothérapie. On retrouve notamment deux symptômes majeurs en oncologie qui sont les nausées d'anticipation et les bouffées de chaleur, où là, effectivement, on a un niveau de preuve intéressant sur les bouffées de chaleur et les nausées d'anticipation, avec un biais méthodologique qu'on verra après, c'est que ces études sont pour la plupart réalisées auprès de patientes atteintes de cancer du sein, et que du coup, il y a probablement d'autres localisations qui auront besoin d'être évaluées pour voir s'il y a un effet. Mais en tout cas, il y aurait un effet net sur la réduction et l'intensité des bouffées de chaleur et sur les nausées d'anticipation, les nausées d'anticipation qui sont des nausées en lien avec un conditionnement du patient à répondre à un stimulus extérieur et qui va finalement avoir des nausées au moment, par exemple, où il s'installe dans son lit d'hospitalisation ou parce qu'il voit une certaine couleur, il va avoir envie de vomir. Là, on sait que l'hypnose a un intérêt assez intéressant. Donc, les populations les plus étudiées, je vous le disais, ce sont les patientes atteintes de cancer du sein et aussi la pédiatrie pour ces effets secondaires-là. Et enfin, la douleur chronique. La douleur chronique, alors là, c'est plus nuancé. Il y aurait un intérêt sur l'intensité douloureuse. Cependant, il y a plus de billes méthodologiques que dans les autres études, dans la mesure où il y a un problème de standardisation des protocoles. C'est-à-dire qu'en hypnose, on n'a pas une manière d'approcher la douleur, il y en a plusieurs, évidemment. On peut citer quelques outils comme l'anesthésie en gants, le lieu sûr, le régulateur au travers d'un bouton, par exemple, qui va réguler l'intensité, l'utilisation de suggestions directes, plus permissives, etc. Tous ces aspects-là font qu'à un moment donné, il va y avoir un problème de standardisation dans les études, puisqu'on va se retrouver avec des techniques différentes. Même si on parle d'hypnose, les techniques proposées aux patients sont différentes, donc on peut dire que c'est de l'hypnose, mais on ne peut pas juger de la puissance de telle technique sur une autre, puisque c'est assez hétérogène. Il va y avoir aussi un profil clinique de patient répondeur qui va être différent, parce qu'on sait que l'hypnose, il y a un autre aspect qui va jouer sur l'efficacité, c'est la suggestibilité du patient. Plus un patient est naturellement suggestible, plus effectivement il y a de possibilités de modifier sa symptomatologie. Et donc là, pour le coup, il y a quelque chose à prendre en compte à ce niveau-là. Les compétences du praticien. Dans certaines études, les praticiens qui proposent la séance d'hypnose aux patients n'ont que quelques jours de formation. Et dans d'autres études, ce sont des praticiens aguerris. Donc, comme c'est une thérapie de la relation, forcément, ça va impacter aussi la qualité de l'étude. Et puis, évaluer l'efficacité de l'auto-hypnose. Alors, il y a encore une fois quelques études qui l'évoquent, mais ça demanderait à être plus précis, notamment dans le cadre de la douleur chronique, pour voir si l'utilisation de l'auto-hypnose de manière répétée a un vrai effet sur la douleur. Et puis, peu de données, finalement, au-delà de la réduction de la douleur, Estelle en parlait tout à l'heure, c'est un peu la même problématique en hypnose, c'est l'utilisation plus répétée peut-être d'échelles de qualité de vie et des symptômes associés, avec un S c'est mieux, la durée du soulagement, effectivement aussi sur le long terme. Et puis d'autres études sont nécessaires pour évaluer pleinement l'efficacité de l'hypnose dans cette indication, pour vraiment se dire qu'il y a un intérêt en douleur chronique. Alors les perspectives en recherche, ça va être effectivement d'homogénéiser un peu plus les protocoles hypnotiques et la formation des praticiens pour avoir des études peut-être un peu plus solides, l'utilisation d'échelles qualitatives dans l'évaluation clinique des patients. Peut-être dans le cadre de l'oncologie, la nécessité d'étendre les études à une population plus large avec d'autres de personnes atteintes d'autres localisations cancéreuses, cancer digestif, hématologique, neuro, pour voir si effectivement il y a un intérêt de proposer l'hypnose sur ces symptomatologies-là, et puis d'évaluer peut-être plus précisément l'efficacité de l'auto-hypnose. Voilà. Je passe la parole à ma collègue Virginie. Merci Rémi. Je vais quant à moi vous présenter les indications et les perspectives de recherche dans le champ de l'hypnothérapie. Alors tout d'abord, pourquoi ce tournesol, vous allez me dire? Peut-être pour resituer la place à laquelle je me situe. Moi, j'ai rencontré l'hypnose dans ma pratique de psychologue, donc, et ça m'a vraiment permis de me remettre en mouvement dans le champ de la cancérologie, voilà, mais pas que.
Et vraiment, c'est comme ça que je la propose aux sujets que je rencontre, de remettre du mouvement psychique là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a plus, et ce pour diverses raisons, de leur permettre finalement de nouveau de se déployer de manière plus fluide, plus flexible, malgré les intempéries et les avaries de la vie. Et un peu comme le tournesol finalement, de retrouver le chemin du soleil. Et dans cette lignée-là, on voit que l'indication de l'hypnose dans le champ de la santé psychique, les indications, elles sont nombreuses. Premièrement, dans le champ des troubles dissociatifs et de l'attention, on peut y retrouver la personnalité borderline, le syndrome de stress post-traumatique, la dégradation cognitive, qu'elle soit neurodégénérative ou due au grand âge, et puis l'hyperactivité avec les troubles de l'attention. Le deuxième grand pan de ces indications sont les pathologies somatiques chroniques, comme Rémi vient de le présenter, mais là, sous l'angle psychique, avec... non, Rémi, Pardon. si en plus tu me stresses. Donc le champ de la cancérologie, de la douleur chronique, les maladies psychosomatiques et notamment dermatologiques, et puis tout le champ du handicap. Troisièmement, les troubles de la dépendance, et on entend par là la dépendance affective, mais aussi la cigarette, la toxicomanie, l'alcool, et puis le champ des troubles des conduites alimentaires avec l'anorexie et la boulimie. Quatrièmement, les troubles identitaires, avec les questions de problématiques d'affirmation de soi et de confiance en soi, le burn-out, le stress, l'anxiété, les phobies. Cinquièmement, le pan de la sexualité, les questions de la féminité, de la masculinité, de champ finalement de la sexothérapie, et puis aussi les liens familiaux sont des indications de l'hypnose. Et puis en dernier lieu, la problématique de la perte du lien, avec notamment le deuil, la dépression, les troubles du comportement, la question de l'attachement. On voit que le champ des indications est très vaste. Et là, je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît. Juste pour rappeler qu'au-delà de la technique hypnotique, la prise en charge, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin, elle est conditionnée par l'histoire du patient, par ses ressources, le contexte dans lequel il va consulter le thérapeute et puis la résonance même finalement de cette demande chez le thérapeute. Chaque prise en charge, elle est singulière. Finalement, il y a autant de prises en charge que de patients et que de thérapeutes. L'adaptation, c'est vraiment un pilier central de l'hypnose qui fait du sur-mesure, comme disait Antoine, et c'est vrai qu'on n'a pas abordé l'anxiété d'un patient qui évolue dans une pathologie cancéreuse, par exemple, qui va le confronter à la mort, ou alors qu'ils doivent se présenter, par exemple, pour un oral dans ses études. Et c'est bien pour ça que les études dans le champ de l'hypnothérapie, eh bien, elles sont difficiles à mener, parce qu'il s'agit bien plus d'étudier un processus finalement, un vécu singulier qui de fait est très subjectif, donc qui dépend de lui, puisque l'hypnose permet une réinterprétation des éléments de réalité par le sujet et que la technique, elle n'est pas reproductible. Pour autant, merci Rémi, la recherche en psychologie, elle fait partie même du cursus des étudiants, hein, certains poussent jusqu'au doctorat, et on voit qu'il y a des axes de recherche sur la question des trans et plus particulièrement sur l'hypnose. Alors je vais faire un focus là sur ces grandes thématiques explorées pour l'hypnose. La première, l'hypnotisabilité. La controverse entre ce qui appartient de l'ordre de l'organique ou du psychique, elle existe toujours pour savoir à quoi attribuer finalement les variations d'entrée dans l'hypnose d'une personne à l'autre. Comme souvent, la vérité, elle est sans doute au milieu, dans l'idée que les deux niveaux finalement sont impliqués et qu'il reste que c'est toujours compliqué de décider qui de la poule ou de l'œuf. Vous l'aurez compris. Donc les travaux, ils se poursuivent notamment sur la question du lien entre hypnotisabilité et les processus mémoriels, par exemple, ou encore de savoir en quoi les liens précoces de l'enfance pourraient influer sur la susceptibilité hypnotique. Le deuxième axe de recherche concerne les manifestations cognitives de l'hypnose. Et on entend par là la mémoire, l'attention, la conscience, les processus inconscients, alors au sens automatique du terme, hein, pas au sens de l'inconscient non cognitif comme Erickson l'envisageait par exemple, parce que ça ne donne lieu à aucun écrit scientifique dans des revues qualifiées.
Troisième axe de recherche, la psychopathologie. Là aussi, hein, les travaux sont riches sur les dissociations normales et pathologiques, par exemple hypnose versus trauma. Les processus délirants et hallucinatoires, par exemple hypnose versus schizophrénie, ou encore, pour faire le lien avec le point précédent, les liens entre hypnotisabilité, aptitude au processus délirant et au potentiel, et puis la question d'hypnose et d'aptitude aux somatisations, hein, cette question elle n'est toujours pas réglée depuis Charcot. Quatrième axe de recherche, les indications de l'hypnose, la douleur bien entendu, alors chronique pour les travaux en psychologie, mais aussi le champ des troubles anxieux, la phobie, l'attaque de panique, la problématique de la perte ou de la dépression. Toutes ces indications sont très représentées dans la littérature. Et puis, dernier axe de recherche, les processus thérapeutiques et psychothérapeutiques, avec principalement l'étude des dynamiques relationnelles, les effets des différentes procédures, notamment en lien avec les processus métaphoriques et aussi la suggestion, mais aussi l'exploration finalement des différents courants et leur croisement avec l'hypnose au sein de diverses techniques comme hypnose et thérapie cognitivo-comportementale par exemple. Alors la recherche en psychologie, elle est riche, vous l'aurez compris, elle s'intéresse plus aux effets et à la dynamique des processus internes et relationnels qu'à l'efficacité de l'hypnose sur un symptôme. Il s'agit vraiment de saisir l'expérience hypnotique. Et quand on fait cette revue de la littérature, on voit que le niveau de preuve, il est insuffisant. Il est insuffisant parce qu'il y a beaucoup de recherches cliniques, mais que les cohortes ou les méthodologies sont trop faibles. Et que deux raisons peuvent peut-être, que deux raisons peuvent peut-être expliquer ces insuffisances. La première, ça concerne la pratique même de l'hypnose actuelle, hein, comme Antoine nous le disait. La valeur thérapeutique de l'hypnose, elle s'inscrit dans une relation privilégiée entre un soignant et un patient. Donc chaque acte hypnotique est différent, individualisé, parce que si chaque patient est unique, eh bien chaque thérapeute est aussi unique, que cette adaptation permanente, exigeante, cet ajustement des compétences du praticien aux ressources ici et maintenant du patient, eh bien c'est une des dimensions les plus fondamentales de l'hypnose et c'est ce qui lui donne aussi une grande partie de son efficacité. Mais du coup, cette individualisation, elle se heurte de plein fouet aux procédures et aux protocoles exigés en recherche fondamentale. Il faudrait en effet appliquer les mêmes techniques hypnotiques avec l'ensemble de la cohorte, ce qui permettrait de lisser les différences, mais du coup, ça modifierait l'efficacité même que nous pouvons attendre de l'hypnose. Donc, c'est ce qui explique en partie ce niveau de preuve insuffisant. Et puis l'autre, c'est le financement de la recherche. Hein. Vous savez que la recherche coûte très cher et que les laboratoires, peu de laboratoires ont les reins solides pour mener de telles études. Alors les perspectives, eh bien, comme Rémi le disait finalement, c'est de s'appuyer sur des méthodes qualitatives centrées sur le vécu des patients et en quoi ces vécus participent des effets obtenus au-delà de la simple technique hypnotique. Alors, en conclusion, les indications en hypnothérapie, elles sont nombreuses. Le champ de la recherche, on voit, hein, en psycho, il est vaste et il y a encore de belles années d'investigation devant nous. Et puis, il y a le constat au quotidien que ce mouvement permis par l'hypnothérapie chez les patients qui va se redéployer sous les yeux du thérapeute, c'est certes pas mesurable, mais alors ça montre toute son efficacité.